Bon, Frédéric Plonquet, donc vous avez occupé des fonctions importantes pendant 32 ans dans le domaine du dispositif médical, d'abord à Air Liquide Médical et ensuite chez Maquet, qui était l'un des papes de la table d'opération, hein. Et donc en direction commerciale, direction marketing, développement de nouveaux produits, ça c'est vous. Et vous travaillez aujourd'hui sur un projet de développement d'une entreprise dans le médical. Donc avec vous, on va parler de vente, de marketing, parce que ça y est, on a passé l'obstacle de l'essai médical, on a déjà une idée de notre bénéfice, etc. Ça y est, on va commencer à le produire, maintenant il faut le vendre. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant avec vous, c'est qu'à un moment donné, Air Liquide Médical a été racheté par un groupe suédois qui s'appelait Getinge. Et il y avait Maquet qui appartenait à Getinge. Et ils ont dit, voilà, maintenant, ALM et Air Liquide Médical et Maquet vont devoir fusionner. Et tout le monde va s'appeler Maquet, hein, au final. Et ils vous ont mis, vous, qui veniez d'Air Liquide Médical, qui donc vous faisiez racheter, à la tête de cette entreprise de fusion. Comment ça se fait, là, que ce soit vous et non pas quelqu'un de Maquet Alors il y avait un principe de base, puisque Maquet est une société allemande très réputée. Air Liquide avait été plus petit dans le domaine, et en réalité nous vendions effectivement des tables d'opération, et c'était surtout sur ce segment-là. Le patron allemand a un principe très simple, il a dit voilà, quand on rachète, Maquet en France c'est 15-20% de part de marché, vous représentez à peu près 70% de part de marché, c'est le plus gros qui avale le plus petit. Et bien là en France, le plus gros, c'est les gens qui viennent de chez ALM. Et au départ, ça m'a un peu choqué, je ne vais pas vous faire part de ça, mais effectivement, ce que je me suis aperçu, c'est quand on a une certaine dynamique, un certain traitement d'affaires, prendre un petit peu plus, c'est pas bien grave, mais l'inverse, c'est loin d'être évident. Juste pour information, à l'époque, on faisait à peu près une vingtaine de millions d'euros en 2001, et quand j'ai quitté en 2011 le poste de direction France, on était à peu près à 32 millions d'euros. Alors, donc vous avez gagné un peu plus de 10 millions d'euros, donc c'est vraiment un résultat extrêmement important, presque 50% de gains en chiffre d'affaires. Mais comment est-ce qu'on fait alors qu'on est, on est en train de fusionner, ça va quand même pas de soi. Alors il y a un point qui est important, on le fait grâce à des équipes. Voilà, donc quand on a pris Maquet en France, on a fait une petite étude sur un segment de table d'opération. Pour votre information, c'est à peu près 400 à 500 tables par an qui est vendu. La moitié est dans un domaine en France. D'accord. La moitié est un segment qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire que la table est unique, elle a son plateau, sa colonne et son socle. Et sur ce segment-là, Maquet vendait 5 tables par an. ALM vendait à peu près 150 produits. Et en travaillant en équipe, le patron allemand me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis c'est mon problème, parce que si je n'ai pas ce segment de marché, c'est du licenciement, c'est la moitié de l'équipe qui part. Donc on a travaillé avec les chefs des ventes, on a travaillé avec les vendeurs. L'idée c'était de ne plus avoir que des produits Maquet à la fin. Oui, tout à fait, et maintenir l'équipe la plus grosse possible. Et donc on a fait une synthèse, on a fait une analyse, on a été voir le patron allemand, j'ai dit voilà, moi je vous propose de faire une modification, et je reviendrai sur un point qui est le choix. Maquet avait 15-20 produits dans le segment de marché, on en vendait 5. Donc j'ai dit, moi mon choix c'est... 15-20 tables d'opération disponibles. Voilà, disponibles pour faire. Donc c'est l'horreur, parce que vos équipes de vente a tellement de produits qu'ils ne savent même plus gérer, ils n'ont pas les argumentaires, ils se plantent. Donc j'ai dit à un moment donné, voilà, on va prendre une table, on va faire une modification, et je pense qu'on doit pouvoir récupérer une bonne part de marché. C'est ce qu'on a fait, et en espace d'un an, on a repris 170 tables par an. Et ça a duré pendant 5 à 6 ans. 2 tables Maquet par un seul modèle. Donc si j'ai un message à vous faire part, la valeur... ce qui est important, effectivement, Maquet avait une très forte image de marque dans l'autre segment de marché, dans celui-là n'était pas très présent. Mais ce qui est vraiment caractéristique, ça a été vraiment un travail d'équipe avec le marketing et avec les ventes. J'insiste lourdement, souvent le marketing dit « moi je suis le plus beau » et la vente dit « moi je connais le terrain, toi tu n'y connais rien ». C'est ensemble qu'on va pouvoir faire quelque chose. Si vous ne travaillez pas ensemble, ça ne marche pas. C'est la même chose avec... Bon, cette table avait une petite innovation effectivement derrière, mais le vrai fond de problème, c'est qu'on apportait de vraies réponses à nos clients. Et il y a une espèce de valeur qui est importante, effectivement, forte image de marque, mais il y a le concret. Mais pour moi, il y a la valeur, qu'est-ce que fait le produit d'une manière intrinsèque, et en même temps, il y a la valeur perçue par le client. Il est flatté d'avoir une table Maquet, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Mais le but principal, c'est d'avoir
de faire des choix dans les gammes de produits. N'ouvrez pas trop vos gammes de produits, restez plutôt centrés et en même temps apporter de la vraie valeur ajoutée. Mais Frédéric Ploquet, vous êtes là pour vendre, vous n'êtes pas là pour imaginer des produits. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que je pense que les équipes qui sont percutantes sont des équipes qui écoutent le besoin client, qui analysent et qui se disent là, tiens, c'est bizarre, on me dit 15 fois la même chose. Si on faisait ça, ça serait peut-être bien. Alors effectivement, si on le prend comme une insulte en tant que marketing, on a Parce tout faux. que là, vous parlez de ce que disent les clients. Il y a des showrooms, donc on montre les tables en question, les clients viennent, les chirurgiens, etc. Et alors, ils ne disent pas toujours des choses très agréables, c'est ça? Des fois, ils ne vous disent pas des choses agréables, mais ce que j'aime bien, c'est les bougons. Enfin, moi, en tant que directeur de division, j'aimais bien on a un très très beau showroom en Allemagne, à Rastatt, et j'aimais beaucoup de temps en temps, mais d'une manière indépendante, me déplacer et d'aller voir les grands déplacements d'hôpitaux, comme Clermont-Ferrand, Lyon, etc. Et vous avez toujours des brancardiers qui viennent avec les équipes, avec les chirurgiens, parce que bon, il y a un côté paternaliste peut-être de certains de nos chirurgiens. Mais ces gens-là sont les plus importants. Parce que le soir, à table, ils vous disent « Ah, mais ça, j'ai vu, ça, c'est génial. Ça, je ne comprends pas, il n'y a pas ça, etc. » Et c'est généralement, je peux vous dire par expérience, les 3-4 points que vous allez avoir en pleine figure au moment de la décision d'achat du matériel. C'est de l'expérience. Observez. Je dirais que, et c'est là où, quand on travaille en équipe, les commerciaux, eux, vivent l'instant. Vous, en tant que manager, vous pouvez le vivre avec un peu plus de recul. Et quand ensuite on discute avec les équipes marketing, c'est là où on peut prendre une très grande puissance au niveau des ventes, quoi. Parce que finalement, c'est là, on répond aux attentes clients. Et cette nouvelle table d'opération, elle avait de quoi de nouveau, de si génial? Tout simplement, c'est quelque chose de très simple. Quand vous regardez la morphologie d'une personne, vous avez une tétière, un dossier. On l'a coupé en 2 parties. Ensuite, ça ne doit pas être très pratique pour ma morphologie. C'est pas très pratique. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, en France, pour faire une intervention chirurgicale, on a besoin d'un accès radiologique du thorax jusqu'au pied. Cette petite extension-là, on l'a mis après la section siège. Du coup, on gardait la dynamique, la morphologie pratiquement d'une personne, tout en ayant la possibilité d'avoir un très grand accès radiologie, puisqu'à une époque, l'accès radiologie a été de plus en plus demandé par les chirurgiens. Donc c'était un dossier en 2 parties, c'est ça? Voilà, qui permettait de réduire la partie dossier qui ne servait plus à rien, parce que l'anesthésiste était bien obligé d'avoir accès à la tête. Donc on gagnait à peu près 25 cm, ce qui faisait que les anesthésistes étaient super contents, les chirurgiens avaient leurs accès radiologiques, et en même temps, le petit côté pas désagréable, c'est que les orthopédistes ont retrouvé après plein d'accessoires qu'on pouvait mettre au bout de ce petit dossier. Et ce qui a fait, je dirais, une dynamique au niveau des ventes des tables d'opération d'une manière très très importante. Alors je vous fais sourire, c'était en Allemagne la modification du français. Mais bon. Ça s'appelait comme ça? Oui. Mais bon, mais les ventes sont reparties sur beaucoup de marchés. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Beaucoup de marchés, c'est-à-dire pas que le marché français, finalement? Non, en réalité, on a augmenté à peu près de 15 à 20% les ventes dans le monde entier. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Donc ça, c'est une belle histoire. Il y a aussi un flop. Un flop, c'est ce que vous appelez, je crois, l'ancrage lumière opératoire, c'est ça? Oui, on a eu et ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, vous avez vu, il y a les salles interventionnelles comme les salles hybrides ou des choses comme ça. Donc on voit dans ces salles-là qu'il y a de plus en plus la radiologique, donc qui fait corps avec l'équipe traditionnelle de chirurgie. Et là, on se retrouve avec énormément de matériel à mettre autour du chirurgien, à savoir utiliser des éclairages opératoires dans certaines conditions. Donc ça a été un côté apprenant entre les radiologues, enfin les grosses équipes de radiologie, les sociétés qui fabriquaient ces belles machines. Et en réalité, il y a eu à un moment donné une espèce de scission. On estimait qu'un nouvel éclairage allait arriver, qu'on allait mettre une suspension révolutionnaire, avec des ancrages où on pouvait rajouter des écrans plats, enfin différents éléments autour de l'éclairage opératoire. On sait par expérience qu'autour d'un éclairage opératoire, il faut qu'il soit toujours au centre, et tout le reste qui gravite doit être indépendant de l'éclairage opératoire et en même temps doit tourner tout autour de cet éclairage-là. Bon, on a oublié ce postulat-là. On a fait toute une suspension géniale, pratiquement 7 millions à 8 millions d'investissements, poubelle. Et je m'en souviens, je l'ai vendu cet éclairage. Ouais. On m'a donné 2 minutes, c'était pour le marché de l'UQAP, pour le présenter avec un de mes directeurs des ventes. On est resté sur nos basiques.
J'ai dit, tu sais, on ne va pas plus loin, on va expliquer le truc et on ne rentre pas dans le détail. Ce que je trouve dommage, c'est que finalement, ce marketing a été faire des tests cliniques aux États-Unis, donc je vous épargne les détails, alors qu'on pouvait le faire à Orléans, puisque le site de production était à Orléans. On l'aurait mis en Allemagne, on aurait testé, on aurait fait venir quelques clients, mais en 2 secondes. J'avais un ami qui Je me serais aperçu que ça ne marchait pas. Voilà, j'ai un ami qui est au CHU d'Amiens. Il m'a dit, ton truc, ton éclairage, il est génial, ta suspension, tu l'oublies. 2 minutes. Ouais. Pour parler un peu, vous avez expliqué que voilà, il faut un développement, c'est un travail d'équipe. Donc à l'intérieur d'une entreprise, ça va de soi. Mais j'ai l'impression que c'est aussi vraiment un travail d'équipe avec tout un environnement extérieur. Et donc il ne faut pas hésiter à prendre son bâton de pèlerin, à aller demander de l'aide, à aller rencontrer du monde, à discuter, à s'ouvrir. Il faut être ouvert le plus possible finalement. Je pense qu'à un moment donné, on a un côté parano, c'est-à-dire qu'on se dit, si on commence à présenter un peu les choses, oh là là, ça va. Mais ce qu'il faut penser, c'est que déjà, on est en avance sur tous les autres, quoi. Donc, on a déjà gagné du temps. Après, qu'il y ait de la copie, il y aura de la copie, il y aura de toutes ces choses-là. Mais le fait d'ouvrir, ça permet d'avoir vraiment des commentaires où des fois, on se dit, mais c'est ce qu'ils viennent de dire, mais c'est d'une évidence. Et donc moi, je conseille vivement, en tout cas dans les développements de produits que j'ai faits, quels qu'ils soient, j'accède énormément sur les clients au niveau du terrain, quoi. Voilà. Et avec ça, on rencontre des surveillantes, on rencontre des gens. Même une personne qui nettoyait les salles d'opération m'a fait 2-3 commentaires. À un moment donné, elle me dit, mais je comprends pas, vos tables d'opération, vous mettez tous les connecteurs en bas. Elle dit à chaque fois qu'on passe le truc rapidement, ça prend plein d'éclaboussures, etc. Des petites choses comme ça, mais qui fait qu'à un moment donné, votre produit se différencie. Il y a des gens qui ont éclaté derrière. Une fois, j'ai dit, regardez les éclairages opératoires, ils sont tous des choses très simples. Sur les poignées, l'intérieur est plein, ce qui fait qu'on n'a pas à aller prendre un coton-tige pour nettoyer. C'est des petites choses simples, et ça, c'est dû tout simplement des remarques de gens en évaluation clinique qui vous disent « Ah, ça a l'air d'être bien, mais ça, nous, vous voyez, en nettoyage, c'est un problème. » Mine de rien, ça vous fait gagner je ne sais pas combien de temps de nettoyage d'un éclairage opératoire quand vous avez 15 salles d'opération, ça change complètement le ratio. Donc les sociétés savantes, les ingénieurs biomédicaux, les hôpitaux, les associations de patients, tout ça, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Voilà, oui, tout à fait. Ça me paraît important.